Donc déjà, merci à vous 5 d'être là. On a préparé hier après-midi avec la promotion des étudiants ce temps d'échange avec vous, en lien avec la première table ronde qu'on avait réalisée, puisque de cette table ronde était sorti un certain nombre de questions. Et donc les résultats qu'on va vous présenter ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a présentés la dernière fois, et qu'on a eu aussi la possibilité de coupler avec une autre enquête qui vient de paraître dans le magazine Direction, justement sur l'état de motivation du professionnel de l'encadrement du social et du médico-social. Donc on va au fur et à mesure vous permettre de vous présenter vos motivations, votre parcours, et puis au fur et à mesure réagir aux éléments qu'on a recueillis et qu'on a croisés pour voir comment vous pensez vos pratiques et votre implication dans les fonctions qui sont les vôtres. Peut-être juste la particularité, puisque c'est ce que j'ai expliqué aux étudiants hier, vous n'êtes pas des professionnels choisis par hasard. Voilà. Il faut le savoir aussi. Vous êtes tous des acteurs avec qui on travaille en proximité au niveau de l'IRTS, et ça colore aussi les profils qui sont les vôtres et certainement aussi ce que vous allez porter ce matin. Voilà. Donc merci encore à vous. On démarre ? Allez. Donc la première idée pour nous, c'était de vous présenter un petit peu quel était le nombre de répondants et surtout qui avait répondu à cette enquête en l'espace d'un mois, je crois. On l'a lancée en vue des journées de l'ANMEX qui ont eu lieu l'année dernière en mars. Et donc on a ouvert fin janvier le questionnaire et on l'a terminé à peu près 5-6 semaines après. Et donc on a vu la réactivité en fait, des répondants et du nombre important. La première partie de l'enquête consistait en fait à recueillir un certain nombre de données sur les personnes, sur les professionnels, de telle manière à pouvoir voir par la suite s'il y avait des variables. Pour tout vous dire, c'est quelque chose qui a été compliqué pour nous à traiter par la suite. On n'est pas allé au bout en fait, de cette démarche-là. Et donc, ça nous a surtout permis de comparer notre panel à l'ensemble en fait, du secteur et des professionnels du secteur. Donc globalement, sans aller dans les chiffres, ce qu'on retient, c'est qu'on a une surreprésentation masculine dans les répondants, puisque 90% en fait, du secteur est aujourd'hui constitué de professionnels féminins, alors qu'on a moins de 80% de répondants féminins. Et ça s'explique, en tout cas une des hypothèses s'explique sur le fait que quand on a... Ça y est, ça commence à sortir, non ? Du coup, c'est un peu perturbant. Quand on a adressé en fait, ce questionnaire, c'était dans le cadre des journées de l'ANMEX, donc de l'Association nationale des maisons d'enfants à caractère social. Et on est passé, en tout cas en priorité, par les directions des établissements qui étaient sur le comité de pilotage. Et donc forcément, on a d'abord une surreprésentation de la protection de l'enfance, mais aussi une surreprésentation des personnels de l'encadrement qui ont tous constitué le démarrage de ce panel-là. Ce qu'on repère aussi au niveau de l'âge, c'est qu'on a quand même plus de 42% de personnes qui ont plus de 45 ans. Et ça, on le retrouve aussi dans les dernières enquêtes DRESS, puisqu'on dit que plus de 40% des personnes ont plus de 50 ans parmi les professionnels. Et donc, ça veut dire que les logiques aujourd'hui qu'on rencontre de difficultés de recrutement vont très certainement s'accentuer, puisqu'une très grande partie des professionnels sont au-delà de la cinquantaine. Quoique, avec les éléments de réforme de la retraite, on en a encore pour quelques années. Et puis, ce qu'on a repéré aussi, c'est que, et c'est pour ça qu'on n'a pas en partie traité l'ensemble des variables, c'est que ce qu'on n'est pas arrivé à faire apparaître dans la manière dont on a construit le questionnaire, c'est la logique de parcours. C'est-à-dire que finalement, on a voulu savoir si l'ancienneté dans un diplôme ou dans les fonctions ou l'âge était une variable, sauf qu'en fonction du diplôme, en fait, on a déjà un âge qui varie. Et donc, c'est là où l'enquête ne nous a pas permis, dans la manière dont on l'a pensé, de pouvoir faire ressortir ces éléments de parcours. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander à vous de pouvoir vous présenter, non pas cette fois du côté de votre structure, mais de votre parcours. Et ce qui nous a intéressé, en tout cas quand on a échangé hier, c'était que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans le travail social et comment vous y êtes entré. Et finalement, qu'est-ce qui vous a amené et comment vous êtes arrivé sur des fonctions d'encadrement. À vous le micro maintenant.
En fonction de l'âge, le parcours va être plus long. Donc voilà. Alors du coup, moi j'ai en premier lieu un parcours dans l'animation. J'étais animatrice, je travaillais avec des adolescents, on faisait de l'itinérance. J'ai rencontré à ce moment-là, voilà, je ne vous dis pas à peu près il y a combien de temps, mais en tout cas à ce moment-là j'avais 17, de 17 à 24 ans en tout cas, voilà, j'étais plutôt dans cette dynamique-là. Et la rencontre avec des adolescents qui manifestaient à ce moment-là des besoins de prendre soin, d'être pris en compte, de dépassement de soi. Et la marche, la montagne, l'itinérance était un support et pour moi un support de travail super intéressant. Mais en tout cas, j'étais vraiment dans l'animation pure. Je n'étais pas du tout dans l'éducation spécialisée. Les jeunes arrivaient là. Mais voilà, déjà, j'avais cette sensibilité-là. Je suis partie en fac à l'université, je ne m'y suis pas retrouvée. Le terrain me manquait, j'avais besoin d'expérience, c'était pas du tout... en tout cas, je ne m'y retrouvais pas, j'étais en psycho. Bon, voilà, c'était pas mon truc. Donc j'avais besoin de terrain, j'avais besoin d'aller m'expérimenter, mais j'avais aussi besoin d'argent. Donc c'était un peu compliqué pour moi. J'ai eu une première fois le concours pour rentrer, parce qu'à l'époque c'était un concours. J'avais eu le concours à Grenoble. C'était difficile pour moi d'envisager de partir, de quitter Montpellier. Et donc j'ai décidé de ne pas partir alors que j'avais eu le concours. Et j'ai bossé pendant 1 an, j'ai été VRP. Et je pense que ça a été le plus... voilà, c'est là que ça s'est vraiment déclenché pour moi. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Tu as certes besoin d'argent, mais tu peux pas travailler juste pour gagner de l'argent, c'est pas possible. Voilà, je gagnais de l'argent, j'étais VRP, je vendais des alarmes. Voilà, et puis en vendant des alarmes, en fait, j'ai eu une formation qui appuyait sur comment insécuriser les gens. C'est-à-dire, on apprend à insécuriser les mamies, on apprend à insécuriser les marchands, on apprend à insécuriser tout le monde, parce qu'il vous faut vendre des alarmes de sécurité. Donc, et là, vraiment, ça a été un gros déclencheur pour moi de me dire, là, c'est pas possible, en fait, c'est un peu comme Faust, tu vas pas vendre ton âme au diable, tu vas un peu te dire que là, tu vas faire un métier qui te correspond. Donc j'ai repassé le concours à Montpellier, cette fois je l'ai eu et je suis partie dans l'aventure de l'éducation spécialisée. Donc j'ai été diplômée éducatrice spécialisée en 98 à l'IRTES de Montpellier. De là, je suis partie faire pas mal d'expériences en ITEP. À l'époque, ça s'appelait pas ITEP, mais bon, on va dire ITEP aujourd'hui. C'était hier à l'époque, ouais, Institut de rééducation. Et puis j'ai travaillé avec aussi dans une association CHRS pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales. J'ai travaillé à l'AERS aussi sur les appartements de coordination thérapeutique avec un public adulte qui du coup nécessitait d'un accompagnement sortie de prison avec la particularité d'être aussi porteur du VIH. Et donc là, c'était aussi une période où il fallait accompagner les personnes porteurs de ce virus à se dire qu'ils n'allaient pas mourir, qu'ils allaient continuer à vivre. Et donc, il fallait construire avec eux un futur, c'était pas rien. Voilà, donc ça, c'était plein d'expériences comme ça qui m'ont permis, au fur et à mesure, d'affiner mon projet professionnel et qui, du coup, m'a amené tout doucement vers la protection de l'enfance. Et à partir du moment où j'ai mis un pied dans la protection de l'enfance, eh bien, je n'en suis plus sortie. Voilà. Donc la protection de l'enfance, c'est un peu ça. C'est soit ça passe, soit ça casse, on va le dire comme ça. C'est un engagement à tous les niveaux. Donc j'ai été DUXP en protection de l'enfance en judiciaire pendant 6 ans. Et puis après, donc chef de service en maison d'enfants. Et puis aujourd'hui, directrice adjointe en ayant passé donc CAFDES, donc en 2014, qui m'a permis d'occuper des fonctions de direction. Ce qui est aussi très intéressant, en tout cas pour moi dans mon parcours, c'est de ne pas avoir perdu de vue ce qu'on va appeler le terrain. Je suis quelqu'un de terrain, je ne peux pas m'imaginer être que dans de l'administratif et que dans de l'organisationnel. Et donc j'ai une vision terrain de ma fonction, mais terrain, ça ne veut pas dire que du côté de la fonction de l'éducateur vis-à-vis des jeunes, mais c'est aussi dans mon management, en tout cas, d'essayer toujours d'être dans une forme de compréhension de ce qui peut se passer
au niveau des équipes, au niveau de tout ce qui peut, dans une relation éducative ou dans une relation entre professionnels, faire levier pour pouvoir trouver du possible, des ouvertures et des axes toujours de travail et d'amélioration au quotidien. Donc pour moi, le terrain, c'est vraiment de l'éducateur au cadre. Ça a toujours été de trouver et d'essayer de trouver ensemble, à plusieurs, des ouvertures et des possibles, et de jamais basculer dans dans ce côté un peu enfermant, qui pourrait être du coup un peu le travers de nos métiers, de nos missions. Bon, l'avenir est noir, il n'y a plus rien. Donc voilà, d'essayer toujours de trouver du possible en étant au plus près des personnes. Moi, je dirais que ce qui m'a amenée au travail social, c'est la question de la contradiction aussi. Moi, j'avais une famille qui avait pensé à un avenir tout autre pour moi, et à l'adolescence, moi, j'ai eu besoin de contrarier ma famille. Donc, j'ai très tôt affirmé que je souhaitais être éducatrice spécialisée. Parce que j'avais par ailleurs rencontré, moi-même en étant adolescente, un super directeur de colo qui, lui, avait été éducateur spécialisé, qui m'avait donné finalement envie de faire ce métier. Et cette contradiction, elle m'a suivi un peu tout mon parcours. Donc moi, j'ai poussé la contradiction jusqu'au bout. Effectivement, même si on n'a pas tout à fait le même âge, à mon époque, c'était aussi un concours. C'est un concours que j'ai passé quand j'étais au lycée, où tout le monde m'a dit « tu n'auras absolument pas le concours ». Ce concours, je l'ai eu. On m'a dit « c'est pas grave, tu n'auras pas l'oral ». L'oral, je l'ai eu. Et je vais me la péter un peu, j'ai eu 20 sur 20. Et je suis rentrée avec mon appareil dentaire à l'IRTS et on m'a dit « ça va être difficile pour toi, tu es très jeune ». Et moi, ça a été ma meilleure motivation quand on m'a dit « tu vas pas y arriver ». Et ça, je crois que je l'ai amené un peu auprès des publics que j'ai rencontrés. Bon, j'étais pas une contradiction près. Moi, je voulais à tout prix travailler avec des enfants en situation de handicap. Mon rêve, c'était de travailler à l'IME qui est juste à côté, les Oliviers. Et puis, j'ai fait un premier stage dans ce secteur. Je me suis dit, ah ouais, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Et puis, je suis allée me coltiner à un public où j'étais sûre de ne pas vouloir travailler avec les personnes sans abri et en foyer d'accueil d'urgence, dans lequel j'ai débarqué à l'âge de 19 ans. Et quand je suis arrivée, le chef de service et mes collègues m'ont dit « tu es jeune, on accueille ici tous les soirs des gens bourrés et défoncés, tu vas jamais tenir ». Merci pour cette motivation. En fait, je me suis régalée. C'était une nouvelle fois l'expérience de la contradiction, mais c'était aussi pour moi la découverte d'un concept que j'ai développé dans mon mémoire d'éduc, qui était la liminalité. Comment on accompagne les publics qui sont au seuil, cette notion de passeur dans le travail social, qui, à mon avis, qui moi m'a touchée dans mon expérience, mais qui se retrouve, je pense, un peu dans toutes ces expériences. Comment on accompagne ces publics qui sont proches de la norme, et dans cette contradiction, on nous dit ils sont hors norme, il faut les amener vers la norme, mais quand même, c'est des institutions qui sont en dehors. Alors depuis, il y a eu l'inclusion, etc. Mais on est quand même toujours sur ces questions-là. S'il y a toujours ces politiques publiques, c'est que quand même, l'inclusion et la norme, elles sont encore très fortes. Et moi, c'est un peu ce qui a jalonné mon parcours. Donc j'ai été éducatrice spécialisée pendant de nombreuses années en accueil d'urgence pour les personnes sans abri, dans différents types de foyers. Donc j'ai connu avant la loi Dallot, où on remettait les gens dehors de manière très violente, et puis la loi Dallot, la continuité de l'accueil, ces évolutions dans lesquelles j'ai choisi de m'engager. Et puis j'avais quand même pas tout à fait réglé mon adolescence, donc j'ai continué à aller un peu plus loin dans la contradiction, et je suis allée travailler en milieu carcéral pendant 5 ans. Une éduc-spé en milieu carcéral, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire quoi ? Comment ça ? On va aller travailler en prison. Donc c'est la rencontre avec la contradiction de l'administration pénitentiaire, qui même si elle a des missions de réinsertion, est d'abord là pour mettre en œuvre la sanction et la mise au banc de la société. Et comment, moi, il s'agit d'accompagner des personnes qui allaient sortir, les préparer à la sortie et à la vie pas cool qu'ils allaient avoir derrière. Donc
c'est super d'arriver et d'aider les gens, mais il faut aussi les préparer à la réalité qui va être la leur. Cette expérience, elle a été très chouette, mais elle a été aussi très dure. J'ai été sur un montage de service, donc ça a été une très bonne occasion pour moi et une occasion de découvrir le montage de projet, le service, peut-être des choses que vous retrouvez dans votre formation, mais qui n'étaient pas dans ma formation initiale. Et c'est là qu'est née un peu l'envie d'aller vers de l'encadrement. C'est pareil, hein. Je suis arrivée en étant EduxP en disant je serai EduxP toute ma vie. Les cadres, c'est tous des cons. Et puis je me suis moi-même contredit parce que j'ai grandi et j'avais besoin de me contredire moi-même. Donc après 5 ans passés en milieu carcéral, j'ai estimé que j'avais fait ma peine, que j'avais plus de période probatoire, que j'avais réglé ma dette au métier d'EduxP. Et puis, j'ai eu l'occasion de revenir à ce que je souhaitais au départ, c'est-à-dire le médico-social. Et on m'a proposé un poste de coordination dans le médico-social. C'était un moment où moi, j'ai vécu des trucs pas très chouettes dans ma vie. Donc, ça a été l'occasion de faire tout autre chose, de découvrir un autre secteur, de découvrir un autre métier et de me dire, en fait, c'est une autre manière d'être engagé auprès du public et auprès des équipes et de venir les soutenir. Parce que aussi dans ce parcours, j'ai rencontré des collègues où parfois c'était difficile. Tout à l'heure, vous parliez de crise dans le travail. C'était cette question de l'engagement aussi. Vers quoi on s'engage ? En fait, c'est vrai qu'après un peu plus d'une dizaine d'années passées auprès des personnes sortantes de détention, auprès des personnes très marginalisées, je me suis dit, en fait, ouais, c'est eux pour qui c'est le plus dur. Et puis, quand j'ai rencontré des adultes en situation de handicap, leurs parents vieillissants, en fait, ça m'a secoué le bide vachement plus que finalement les gars qui sortaient de prison, qui pourtant avaient des histoires de vie vraiment pas chouettes, des gens qui avaient beaucoup souffert. Et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être bien de se former aussi pour accompagner ces équipes, ces personnes, ces familles, et mettre en œuvre ces politiques, parce que plus on avance, plus on entend parler de ces politiques publiques, plus on y est sensible, et où entre ce qui est prescrit par ces politiques et ce qui est mis en œuvre sur le terrain, il y a bien sûr la question des moyens, mais il y a la question aussi de comment on s'engage pour mettre en œuvre ces moyens. La crise Covid, elle est venue secouer un peu mon engagement. La structure dans laquelle je bossais, elle a fermé. Les personnes sont rentrées dans leur famille. Et moi, j'habitais dans un département, je travaillais dans un autre. Et sur Montpellier, en fait, dans le secteur des personnes sans abri, c'était vraiment la galère. Il n'y avait personne. Il y avait peu de savoir-faire. On ouvrait des gymnases à tout va. Et moi, j'ai dit, en fait, moi, ça a été mon métier pendant 10 ans. Je viens vous filer la main. Et c'est comme ça que je suis revenue en fait dans le secteur en passant mon café Ruisse. Et aujourd'hui, donc je suis responsable de service, je suis à ce qu'on appelle l'échelon du cadre intermédiaire, c'est-à-dire en proximité des équipes, en proximité de la direction, mais ce maillon en fait pour faire sens entre les décisions stratégiques qui sont prises par mon association et comment on essaye de les mettre en œuvre, de motiver les collègues, de les accompagner pour faire sens, justement. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question du sens, si moi, elle m'a traversée en tant qu'EduxP, j'ai envie de la mettre en œuvre auprès de mes collègues au quotidien et justement que ce sens, on ne le perde pas, même si des fois, les politiques, elles peuvent être contradictoires, les injonctions, elles peuvent être contradictoires. En tout cas, les publics qu'on accompagne, eux, ils ne sont pas à une contradiction près. Souvent, ils s'y collent dans leur parcours. On parle souvent de rupture. Peut-être qu'on est là pour les prévenir ou aussi pour simplement les accompagner. Et en tout cas, mon engagement aujourd'hui, il est là en tant que cadre intermédiaire. Alors, moi, je la connaissais cette histoire puisque je connais Elsa depuis très longtemps, qu'on a fait notre formation ensemble et tout ça. Et je suis un petit peu ému parce que je le connaissais et je la connais. Et en même temps, je l'avais oublié. Donc, ça me fait du bien de l'entendre. Alors, c'est à la fois tout aussi simple et compliqué. C'est-à-dire que on va repartir de là. Moi, j'ai un bac électronique au départ. Et puis, l'électronique, ça ne m'a pas vraiment fait triper, disons ça comme ça.
Et en même temps, et depuis mon adolescence, en fait, je travaillais en bar, en boîte de nuit. J'étais barman, voilà, un bar en boîte de nuit. Puis un jour, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose de ta vie, quand même. Et donc, l'engagement associatif, même dans ma jeunesse et tout ça, ça a toujours été au cœur de mon identité, en fait. Et donc, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais être dans la vie, c'est rapidement posé à moi, alors certainement en lien avec mon expérience personnelle de barman également. C'est un cliché, mais je l'assume jusqu'au bout. Il y avait ce qui était de l'ordre de l'aide aux personnes, en fait. Et ça me portait, ça me transcendait de l'attention portée à l'autre, de l'importance que j'ai toujours mis dans les relations, en fait, avec mes proches, avec les personnes. Et donc, moi, je venais d'un bac électronique, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire ici et là? Alors, j'ai commencé à chercher, voir si je pouvais faire des formations en alternance, mais je ne me sentais pas forcément légitime de pouvoir, arrivant comme ça, sans qualification, sans diplôme, sans rien du tout, intervenir dans ce milieu-là. Et donc, j'ai commencé à prendre contact avec des associations de mon secteur, du secteur d'Alès, donc dans le Gard. Et il y a une direction qui m'a dit, bon ben nous, on a un emploi jeune à te proposer, c'est les ancêtres des emplois d'avenir qui étaient eux-mêmes, voilà, je sais pas, le CEJ, les stages du CEJ, je sais pas ce que ça pourrait être, c'était ça, hein. Voilà, donc j'ai commencé à 18 ans, je suis rentré à l'association Laclede, 18 ans, 19 ans, je suis rentré à l'association Laclede en tant qu'emploi jeune. Et rapidement, l'association Laclede m'a dit, on va te former quand même, parce que bon, vous avez vu que j'avais peut-être besoin un petit peu de formation, hein, un petit peu d'impulsivité parfois, que j'ai toujours gardé un tout petit peu. Mais... Et donc, je suis venu en formation à l'IRTS de Montpellier, en cours d'emploi, avec Elsa notamment. Et j'ai traversé ça, j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur spécialisé en 2007. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé donc sur le centre d'hébergement et de réinsertion sociale auprès de publics marginalisés, SDF, femmes victimes de violences, jeunes en errance, polytoxicomanes, et j'en passe, dans la prise en charge globale d'un CHRS, un accompagnement pluriprofessionnel qui va de la quotidienneté à l'accès au logement, à l'accès aux soins, à l'accès aux droits, et ainsi de suite. En parallèle de ça, je me suis découvert une envie de transmettre dans l'accueil des stagiaires, dans la formation des futurs professionnels. Et donc, l'IFME de Nîmes m'a rapidement proposé, puisque c'est eux qui me l'ont proposé, à partir de 2010, 11, je sais plus, Manu, 2010, 2011, je sais pas, je ne me rappelle plus. Bref, par là-bas. D'intervenir auprès de groupes d'étudiants pour faire de l'analyse de pratique, puis de l'accompagnement aux écrits, puis des cours, puis voilà. Et pour pouvoir, je me suis épanoui professionnellement, à la fois dans poursuivre mon travail d'éducateur spécialisé quotidien, et à la fois d'avoir des temps détachés pour aller faire de la formation, de la transmission auprès d'étudiants en travail social, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, et ainsi de suite. Et donc, comme la question de la légitimité se posait encore à moi, c'est-à-dire jusqu'à quand je vais continuer à faire ça sans qualification particulière, on en reparlera, mais le drame pour moi a été quand on est passé de la qualification à la compétence, en fait. C'est un drame absolu. Mais bon, il fallait suivre l'Europe, on l'a suivi, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, il faut que tu ailles te former. Et donc, je me suis formé aux fonctions de tuteur, d'abord. Et puis ensuite, en même temps que je faisais tout ça, je suis allé passer un Master 2 à Paul Valéry, en sciences de l'éducation, dans l'idée de pouvoir réorienter ma carrière professionnelle vers la formation. Parce que c'est ce qui me plaisait, parce que je m'éclatais là-dedans, parce que voilà, c'était chouette, quoi. Et quand j'ai eu mon master en sciences de l'éducation, j'ai mon patron à Laclede à l'époque, qui s'appelle Michel Bouquet, je le dis parce qu'il n'y en a plus des patrons comme lui. Enfin, plus beaucoup, quoi. Il m'a dit, écoute, maintenant tu as ton master ici et là, moi je te propose un poste de cadre.
Donc je me suis retrouvé à faire un master pour devenir formateur en gros, et avec une proposition de prendre des fonctions d'encadrement. Et j'avais tenu tout un discours au cours de mes années professionnelles où je disais que c'était à nous, moi je continue d'aller faire un jury d'éducation spécialisée par exemple. Parce que comme ma collègue, je serai toujours un éducateur et que je pense que c'est à nous d'aller certifier nos diplômes. Et donc j'avais toujours dit, en parallèle de ça, que c'était aux gens qui venaient d'un métier, qui venaient du secteur social, du travail social, quand ils ont l'opportunité de prendre des responsabilités, il faut qu'ils les prennent pour que ce soit eux qui soient aux orientations des associations, les associations n'étant pas des opérateurs. Et donc c'est ce qui forge, moi, mon engagement, mon envie de prendre des responsabilités de par l'attention dans mon travail quotidien que j'ai toujours porté aux gens et aux équipes qui travaillaient avec moi et avec qui je travaillais. Parce que bon, moi j'ai été biberonné à la psychothérapie institutionnelle, hein, je vous expliquerai ce que c'est si vous voulez, et c'est quelque chose auquel je tiens toujours et énormément dans les façons de manager. Donc j'ai pris un poste de coordinateur au début, tout en continuant à faire de la formation, puis de responsable de service 3 mois après, puis 3 mois après de directeur adjoint. C'est-à-dire que je suis passé d'éducateur spécialisé à directeur adjoint en 8 mois à peu près. Ça a été très vite, très compliqué aussi, parce que je suis devenu responsable des équipes avec qui je travaillais avant. Et donc ça aussi, c'est une question. Et depuis, donc, je suis directeur adjoint de cette association. Ça fait 21 ans que je travaille pour cette association, donc d'emploi jeune à directeur adjoint. Et jusqu'à il y a peu, je me disais que je ne me voyais jamais travailler ailleurs. Bon, des jolis parcours, de belles histoires. Peut-être que la mienne, je ne sais pas. Ça me fait, c'est pareil, ouais, non, complètement différent. En fait, moi, à la base, bon, déjà, j'ai baigné dans le secteur. C'est clair et net, mon père était directeur régional des CMA, donc ça, déjà, le cadre est posé. Ça donnait une identité quand même, une couleur familiale qui était issue des courants de la pensée, de l'éducation alternative, de l'éducation populaire. Voilà, moi j'étais bercé, mon enfance, c'était ça. Mais de l'autre côté, quand même, moi j'ai fait une formation STAPS à la base, voilà, pas du tout dans le secteur de l'éducation spécialisée. Et mon sport, qui est tout le temps aujourd'hui mon sport de prédilection, c'est le handball. Voilà. Et il y a eu une identité qui s'est créée comme ça autour de le sentiment d'appartenance à un collectif. Voilà. Qu'aujourd'hui, alors je jouais pas, enfin j'étais au centre de formation de Montpellier, je me suis perdu là-dedans parce que justement on n'était que sur l'aspect de la performance. Puis après j'ai trouvé un autre club qui était quand même sur en 3e division, à l'époque c'était Clermont-Lérault, c'était pas mal pour un village, mais où il y avait au côté identité, où il n'y avait pas de star, j'ai envie de dire, où c'était la somme des individus qui faisait qu'on arrivait à une harmonie, qui arrivait à faire quelque chose. Et c'est en tout cas ce côté identitaire, de trouver du sens dans ma pratique sportive, c'était quelque chose qui m'a tout emporté. Professionnellement, j'ai travaillé comme beaucoup dans le secteur de l'animation. Et puis dans une collectivité territoriale, dans une commune où je coordonnais les actions sportives et les actions jeunesse. Et voilà, toujours autour de cette dynamique de collectif, où on gérait des collectifs, des centres de loisirs, des accueils pour les adolescents. Et puis petit à petit, c'est là où moi j'ai eu envie de plutôt m'intéresser à l'individu, me dire que la solution collective ne pouvait passer aussi que par une solution de prendre soin de l'individu qui crée ce collectif. C'est comme ça que je suis arrivé dans l'éducation spécialisée petit à petit. Voilà, donc j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé tard, j'ai envie de dire. J'avais à peu près, quel âge j'ai déjà ? Je ne sais plus, bon. Il n'y a pas on n'en parle pas, il y a quelques années, il y a 10 ans. Non, mais en tout cas, quand je suis venu chercher cette formation, je savais exactement ce que je venais y trouver. Donc peut-être que par rapport à des gens que je rencontre aujourd'hui, parce que je continue aussi, comme beaucoup, à faire de la formation, en tout cas, moi, je savais ce que je venais chercher dans la formation. Je venais chercher ce côté entre l'individu et le collectif. Ça a été le sujet de mon mémoire. Que Elsa Thibault était déjà formatrice à l'IRTS à cette époque-là, et c'est elle qui m'a accompagné dans mon mémoire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Après, j'ai travaillé donc dans la protection de l'enfance en tant qu'éducateur spécialisé sur une maison d'enfants à caractère social, Bon Secours. Voilà, autour d'un projet associatif qui moi m'intéressait.
À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais quand même, les garçons qui avaient un diplôme, ils allaient bosser quand même à peu près où ils voulaient. Et moi, c'est le projet de Bon Secours qui m'avait interpellé par le fait qu'ils avaient construit tout un village. Enfin, ils étaient partis de l'adage, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc toujours, c'était l'idée de collectif, de vie collective qui m'intéressait à venir interpeller en tout cas. Voilà. Donc j'ai travaillé quelques années là-bas. Et puis, je pense que je suis l'éducateur qui est dans la fonction maternante. Je suis un papa poule, je suis ce que vous voulez. J'aime prendre soin, déjà. Voilà. Et ça, c'est venu un petit peu interpeller aussi mon rapport à l'institution. Un petit peu, et la perte de sens que je pouvais mettre de temps en temps dans les actions, ou des institutions qui grossissent, qui grandissent, et j'avais du mal à lire un petit peu la stratégie de l'institution. Donc au bout d'un moment, j'ai dit peut-être que j'ai fait aussi le tour de la question de cette institution, je suis allé chercher ailleurs, et le hasard a fait que donc, j'ai pris ce poste à la DEPAP 34. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est exactement ce qui je retrouve l'identité collective. C'est-à-dire, je ne travaille pas pour les personnes de la protection de l'enfance, je travaille pas avec eux, je travaille pour eux. Donc, je dis souvent que la DEPAP 34, c'est une grande famille, parce que ce sont des anciens de l'ASE, des pupilles, qui eux, il y a ce côté de suppléance familiale, et qu'eux m'ont adopté. Je fais partie de la famille DEPAP aujourd'hui, totalement. Voilà, ça m'a permis moi de remettre beaucoup de sens dans la question de qu'est-ce qu'était le rapport aux personnes qu'on accompagnait, de retrouver une identité collective, parce qu'il y a toujours cet esprit un petit peu de famille qui accompagne le projet de la DEPAP, de remettre du sens dans les politiques publiques, de se dire, de comprendre tous les tenants et les aboutissants, quand on est en haut de la chaîne et quand on est en bas de la chaîne, souvent on perd le sens. Quand on est un petit peu à toutes les échelles, la place où je suis actuellement moi, ça permet vraiment d'avoir une autre lisibilité de ce que l'on peut faire, de ce qu'on est empêché de faire. Voilà à peu près mon parcours. Et si quand même, pour compléter tout ça, si tout se passe bien, je rentrerai très prochainement en formation de dirigeant de l'économie sociale et solidaire. Hein ? Ça dépendra de ce matin. J'ai mis le billet, il est là-bas. Hein. Le déguisement aussi. Bon, je vais conclure. D'abord, merci Emmanuel d'avoir pensé à inviter un intrus, parce que moi je suis un intrus. Je ne viens pas de cette belle famille que je découvre chaque jour un peu plus. Je ne savais pas que le secteur social et médico-social existait quand j'avais votre âge. Alors ça va vous paraître incroyable, mais en vous écoutant, moi je ne savais pas. J'ai eu la grande difficulté à passer le collège. À chaque classe, ils voulaient m'envoyer à mon époque, ça s'appelait 5e transition, puis 4e transition. Puis finalement, je passe en 4e, puis finalement, je passe en 3e. Et puis, moi, j'adorais le ping-pong. Et puis, je jouais au ping-pong en club. Et je jouais avec des grands, du coup. Parce que au ping-pong, on peut jouer, quand on est gamin, on joue contre des grands. Et un soir, ils viennent me chercher parce qu'il manquait un joueur dans l'équipe, un mardi soir, je me souviens très bien. Et puis mon père lui dit non, Xavier, ce soir, il ne va pas jouer au ping-pong, il va apprendre les équations du premier degré. Et là, je regarde mon père et mon monde d'ado de 14 ans, ou 13 ans même, s'effondre. C'était impensable que je ne puisse pas... Enfin, c'était mon équipe, il fallait absolument que j'aille jouer avec eux, je ne pouvais pas les laisser seuls. Et mon père me dit non, tu n'iras pas. Et après ça, je me dis qu'il n'est plus question qu'un truc comme ça arrive. Donc il faudra avaler toutes ces conneries qui ne servent à rien pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire. Et donc, je me mets à m'intéresser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas à avaler ce qu'on me raconte dans les salles de classe. Et puis finalement, petit à petit, je commence à y trouver un certain plaisir. Et je deviens très bon en maths et en physique. Et j'intègre un peu plus tard une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale Supélec, qui fait partie des écoles assez prestigieuses, sans savoir du tout ce que je fous là. Mais c'est ça qui a construit mon enfance, en fait. Cette idée de dire, si tu as des bonnes notes, on te fout la paix, et à côté, tu fais ce que tu veux. Et du coup, j'ai fait tout un tas de conneries, puisque à côté, je ne racontais pas à mes parents ce que je faisais tout un tas de conneries. En sortant de cette école, j'ai la grande chance de rentrer dans une entreprise qui s'appelle Michelin, qui est une entreprise très très humaine, très très humaine,
Moi, j'étais sorti de cette école en ayant fait une option informatique, donc je voulais faire de l'informatique, parce que c'était là-dedans. Et puis il me dit, non, d'abord tu vas pas rester en France, tu vas aller travailler au Canada. Donc je me retrouve dans une usine où tout le monde parle anglais, mais moi j'avais bien du mal à parler anglais. Et puis ils m'ont dit, tiens, voilà ta caisse à outils, voilà tes chaussures de sécurité, ton bleu de travail. Tu vois la presse 505, tu vas la recabler. Parce qu'il y a plein de pannes, il faut la recabler. Donc j'ai été recablé la pause. Et là, ça a été le début d'une aventure fabuleuse, parce que je me retrouvais dans les bas-fonds de l'usine, avec des personnes qui, évidemment, n'avaient pas suivi le même parcours, qui m'ont appris à recabler la presse. Parce que je peux vous garantir que vous apprenez pas à recabler la presse quand vous sortez d'une école d'ingénieur. Et j'ai appris avec eux à recabler la presse. Et puis j'ai recablé la presse, on l'a redémarré, et puis la presse, elle tombait plus en panne. Et si bien que le chef d'atelier m'a dit, tu vois, il en reste 51. Tu me dis, tu fais un projet, tu me dis de combien d'argent tu as besoin, combien d'équipes, et puis tu vas recabler toutes les presses. Et j'ai recablé toutes les presses. C'était une expérience humaine fabuleuse. Fabuleuse. Je suis rentré en France, je suis devenu chef d'atelier, donc j'ai 25 ans et je dirige 50 personnes qui travaillent entre 8. Là aussi, ça a été une expérience fabuleuse. J'ai terminé, je ne sais pas si j'étais en dépression, en burn-out, c'était peut-être un mélange des deux. Ma copine m'avait plaqué, je ne savais plus du tout. J'étais complètement à côté de... C'était une époque très, très compliquée. Et donc je quitte Michelin, je retourne à Paris, je ne sais plus trop du tout ce que je veux faire. Et donc j'ai besoin de gagner d'argent, moi aussi. Et donc je rentre un peu par hasard dans un truc qui s'appelait la Compagnie Générale des Eaux à l'époque, qui est devenue Veolia. Et pourquoi je choisis ça ? Parce que je trouve que ce métier fait sens. Produire de l'eau potable, la distribuer, l'apporter dans chaque foyer, puis ensuite la collecter, la dépolluer avant de la restituer au milieu naturel, je trouve que c'est un beau métier. Donc je fais ce métier pendant une vingtaine d'années, essentiellement en France, mais un peu en Asie du Sud-Est. Et donc dans différents postes de direction. Et dans mon dernier poste de direction chez Veolia, j'avais entre autres la casquette de la RSE. Je me souviens que quand mon patron m'a dit, Xavier, je voudrais que vous vous occupiez de la RSE. Je lui dis, c'est quoi ? Il me dit, j'en sais rien. Mais c'est vous qui allez m'expliquer. Donc, je me mets à faire de la RSE. Et avec, vraiment, carte blanche, quoi. Et là, ça a été le début d'une époque fabuleuse où je, d'abord, prends conscience de pourquoi, à quel point la situation est grave. Donc lisez les rapports du GIEC ou les synthèses, parce que c'est 4000 pages. Lisez les rapports du GIEC, lisez les rapports de l'IPBES, c'est la même chose que le GIEC mais pour la biodiversité. On est à quelques dizaines d'années d'un effondrement, on ne pourra plus vivre sur notre planète. Bon. Donc il est vraiment temps qu'on fasse autre chose. Mais il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là, parce que cette première modernité nous a apporté plein de choses. Mais évidemment, il faut qu'on construise, et le plus vite possible, une seconde modernité qui nous permette d'envisager durablement de vivre ensemble, à peu près en paix, enfin j'espère en paix, et en tout cas en harmonie avec les écosystèmes. Et il y avait aussi une dimension sociale forte dans l'engagement RSE, où au fond on se disait... Comment peut-on avoir un impact positif sur les territoires sur lesquels on bosse ? Et du coup, on s'est intéressé au handicap. Et du coup, moi, j'ai été frappé à la porte des ESAT. Et en général, on m'ouvrait la porte avec plaisir. Je visitais les ateliers. Et puis, pour essayer d'imaginer les partenariats possibles entre les agences locales de Veolia et ces ESAT. Et je me souviens qu'à chaque fois que je repartais de là, je me disais, mais... je regardais le métier ce qui se passait dans ces ESAT, je me disais putain, mais ça fait sens. Ça fait vraiment sens ce que ces gens-là font. Et moi, au même moment, je commençais à être de plus en plus en perte de sens parce que ça a un peu changé depuis, mais à cette époque, il y avait une direction France qui se foutait complètement du métier auquel j'étais attaché.
la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, on s'en foutait. Ce qu'il fallait, c'était surtout dégager toujours plus de cash. Et peu importe le client, peu importe le respect réglementaire, je suis peut-être un peu sévère dans mes propos, mais donc moi ça m'intéressait plus. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a un alignement des planètes. Donc c'était il y a presque 10 ans. On perd le contrat avec la ville de Montpellier, contrat d'eau potable. C'est Philippe Sorel qui est élu. Il n'a même pas ouvert nos offres. Hein, et donc on perd l'eau potable. Donc gros bazar, plan de départ volontaire. Et donc à cette époque, mes enfants avaient donc presque 10 ans de moins que maintenant. Donc 2, 5 et 10 ans. Donc j'ai presque 50 ans et je lève le doigt, je m'en vais pour partir faire autre chose. Et donc une formation chez Espace Santin pour diriger des établissements médico-sociaux. Bon, c'est simple à raconter, ça n'a pas toujours été forcément simple à vivre parce que vous avez autour de vous plein de potes de promo qui vous disent « t'es con ». T'as fait déjà plein de conneries dans ta vie et tu pourrais essayer d'en faire un peu moins maintenant. Frères et sœurs un peu moins, mais enfin... en tout cas, j'ai eu un fort soutien de ma femme, qui est éducatrice, parce qu'elle est prof de maths en collège, et on parle beaucoup depuis toujours avec elle, beaucoup d'éducation. Elle est très investie dans l'éducation coopérative. Et... depuis 2 jours en grande dépression suite à ce que le ministre leur a envoyé, hein, puisqu'il va falloir faire des classes où on va mettre les mauvais ensemble, les moyens ensemble, les bons ensemble. Bravo. Donc je la soutiens en ce moment, parce que c'est compliqué. Et alors pourquoi Santin ? Parce que moi j'avais pas le temps de faire le CAFDES. Le CAFDES c'était sur 2 ans, il fallait faire bouillir la marmite à la maison, donc il fallait vite retrouver du travail. Et j'ai eu la chance d'en retrouver assez... je suis resté 3 mois au chômage simplement, et puis j'ai retrouvé un boulot en ESAT, et là je me régale depuis que j'y suis. J'ai retrouvé au quotidien du sens à ce que je fais, même si c'est dans un contexte qui est compliqué. Et qui demande beaucoup d'engagement. En fait, moi, je découvre encore, mais la relation... Parce qu'un des trucs que j'ai appris chez Santin, c'est le directeur est garant d'une réponse adaptée aux besoins et aux attentes des personnes accompagnées dans son établissement. Il paraît que ce truc-là est écrit comme ça dans le Code de l'action sociale et des familles. Bon, une fois qu'on a dit ça, si, de mon point de vue, si on n'a pas une relation avec chacune des personnes, et il y en a 150 à l'ESAT, et puis par ailleurs je dirige l'entreprise adaptée, c'est une 60aine de personnes. Si on n'a pas une relation avec chacune de ces personnes, je ne vois pas comment on peut être garant de quoi que ce soit. Je suis toujours assez surpris de voir certains collègues directeurs qui disent non, ça c'est le rôle des éducs. Non, moi en plus, c'est à chaque fois, parce que j'ai des heures sombres aussi, et puis des moments de creux, de fatigue. Je vous garantis que quand vous arrivez le matin, que vous passez une demi-heure avec les personnes, vous repartez là, la journée elle se passe très bien. Hein. Quand le soir, vous remettez les attestations de compétences, donc les diplômes de la RAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience aux personnes en présence de leurs proches, de leur famille, vous savez pourquoi vous avez... parce que tout ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment une récompense formidable. Hein. Les réussites des personnes qu'on accompagne sont nos récompenses. En fait, j'ai vraiment l'impression de qu'on construit ensemble un patrimoine immatériel qui renforce vraiment chaque jour un peu plus notre cohésion, qui irrigue qui développe la confiance à tous les niveaux de l'organisation et qui, in fine, fait sens, non seulement pour les personnes qu'on accompagne, mais autour pour l'ensemble des parties prenantes de cette organisation. Voilà. Merci. Je vais avancer un petit peu plus vite que ce qui était prévu pour que justement on puisse profiter que ce soit vous qui ayez la parole et pas tellement nos questions, nos présentations. Juste peut-être, c'était pas forcément ce qu'on avait prévu d'aborder, mais dans l'enquête qu'on a menée, en tout cas le questionnaire qu'on a mené au départ, on a deux sens en fait qu'on est venu questionner, le sens du rapport au travail et de l'évolution de son propre rapport au travail et le sens du travail social.
Dans les questions qu'on avait posées sur le rapport au travail, on avait une question qui était autour du rapport entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec des éléments en fait qui venaient mettre surtout en avant quelque chose qui est apparu dans ce que vous avez énoncé de votre parcours, c'est-à-dire que la volonté essentielle, c'était de retrouver des valeurs et d'avoir des espaces de travail qui correspondaient aux valeurs qu'on pouvait porter. Et ça, vous en êtes tous porteurs depuis le départ. Ce qu'on n'a pas réussi à faire apparaître dans l'enquête, mais qui est très fort dans ce que vous explicitez, vous, de votre parcours, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'intrinsèque entre le perso et le pro, parce que dans le parcours que vous avez énoncé, vous avez parlé de vous, de votre parcours personnel, autant que vous avez parlé de votre parcours professionnel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant dans ce que vous énoncez. Donc, deux parties dans ce questionnaire qu'on a croisé, les quelques éléments qu'on avait, on les a croisés avec l'enquête de direction qui donne des éléments. Donc déjà, on a questionné ce qu'était le travail pour les personnes. Et ce qu'on repère quand même assez massivement, c'est que le travail, il est d'abord une rémunération. Et je crois que ça apparaît de manière très claire dans l'ensemble des réponses qui sont posées de notre côté. Et des différentes réponses, la rémunération vient de manière globale. Au vu de l'état du secteur, c'est une question quand même de valorisation assez importante et centrale. La question de l'utilité, et là vous en avez fait un écho assez important et prioritaire dans votre parcours. Et puis la question de l'épanouissement. Quand on a animé la table ronde avec les professionnels de l'accompagnement il y a un mois environ, on a présenté les données pour reprendre en fait, d'après une étude qui a été menée par Thomas Coutreau et Coralie Pérez, en fait le sens du travail qui prend 3 dimensions. Une dimension d'utilité, et donc vous la portez de manière forte. Une dimension de cohérence éthique. Et je vais vous proposer par la suite de vraiment nous concentrer là-dessus dans vos pratiques. Et puis une dimension de développement personnel. Et dans le parcours dont vous avez fait état chacun, on trouve cette dimension-là assez fortement aussi. A priori, quand même, ce qu'on note, c'est que les conditions de travail sont pas, en tout cas, jouent sur votre satisfaction au travail. C'est ce qu'on trouve aussi, nous, de notre côté. Donc ça, tout ce qui est coloré... c'est l'enquête telle qu'elle est sortie. Eux parlent de vos conditions de travail. Nous, on a décliné de manière un peu différente, mais on retrouve à peu près les mêmes données. Globalement, si on reprend celui-ci, on a classé la satisfaction au travail par diplôme, et on voit quand même que tous ceux qui sont en diplôme de niveau 6-7, qu'on peut rattacher à la question du management, sont un tout petit peu plus satisfaits que les autres. Et on le retrouve aussi dans les conditions de travail, même si on est à plus de 30% à vraiment s'interroger sur les conditions dans lesquelles vous êtes. Sur la deuxième partie de l'enquête, on était plutôt à questionner si le travail social avait encore du sens, donc si on pouvait constater une perte de sens du travail. La grande majorité des personnes nous ont dit que oui, a priori, le travail social était en perte de sens. On a quand même 20% qui considèrent que ce n'est pas le cas. Quand l'enquête de direction, en fait, vous demandez si les évolutions étaient positives. Finalement, pas vraiment. Par contre, il y a encore 59% qui considèrent que vos fonctions ont encore du sens. La question qu'on s'est posée hier avec les étudiants, c'était est-ce que pour vous, il y a une perte de sens du travail social et est-ce qu'il y a une perte de sens de vos fonctions ? Moi, j'étais vraiment en perte de sens dans ma vie précédente et j'ai retrouvé tout le sens dans ma vie actuelle. Maintenant, je mesure bien que parfois, on nous demande tout un tas de trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée pour les personnes qu'on accompagne. Et une de mes missions, c'est de faire un peu carapace, de faire en sorte que les équipes sur les AT ne soient pas impactées par tout un tas de trucs qui, et c'est pas forcément toujours très simple. Mais la marge est grande avant que j'arrive à une perte de sens. J'ai juste une perte de temps et d'énergie, mais que j'accepte parce que par ailleurs, ça ne nous empêche pas de porter les projets
qu'on souhaite pour les personnes qu'on accompagne. Non, moi, sur cette question-là, moi, je rejoins ce que vous avez dit. Moi, j'appelle ça la différence entre le travail réel et le travail prescrit. C'est-à-dire que moi, ma préoccupation, c'est d'exécuter le prescrit pour que les équipes, puissent s'attarder sur le réel, en fait. Tout ce qui va être de l'ordre de ce qu'on nous demande et qui ne sert à rien, si ce n'est sécuriser l'administration. Et je pense que le niveau de décalage, on le mesure suivant d'où on arrive. Parce que ce que vous dites est parfaitement exact. Vous arrivez encore d'un autre monde que le nôtre. Et donc, ce que vous trouvez, finalement, par rapport à là où vous venez, ben oui, vous arrivez à y trouver du sens. Nous, je laisserai mes collègues parler, mais nous, on vient moi, j'ai connu le temps où le fait associatif avait un poids et une valeur. J'ai connu les crosses MS, où on faisait remonter le besoin, où ce besoin était pris en compte. C'était les comités régionaux de l'organisation sociale, sanitaire, sociale et médico-sociale. C'est ce qui remplaçait les procédures d'appel à projet avec lesquelles on vous bourre le mou toute la journée, peut-être même dans ce master, je ne sais pas. Donc, j'ai dit je sais pas. Voilà. Et qui avait une importance pour le fait associatif, c'était de dire le repérage du besoin, pour grande partie, reposait sur nous, sur notre expertise, sur notre compétence, partait de nous, et à partir de là, on proposait des projets, on demandait un agrément, et avec l'agrément, on allait chercher un financement. Et des fois, même quand on a obtenu l'agrément, on n'arrivait pas à obtenir le financement, ce qui était déjà un problème. Alors, imaginez maintenant la façon dont ça se pose, où tout est descendant, où nous sommes considérés comme des opérateurs de politique publique. Moi, chaque fois qu'il y en a un qui m'appelle opérateur, il prend une douille. Enfin, c'est clair et net. Hein. Moi, je suis tout sauf les équipes qui travaillent sous ma responsabilité, l'association dans laquelle je travaille et moi, nous sommes tout ce que vous voulez, sauf des opérateurs. Parce que justement, entre le travail prescrit, remplir cette saloperie de SI et SIAO, travail prescrit, voilà. Il nous aurait fait un outil qui était bien, on le ferait, il n'y a pas de problème. Mais comme l'outil est merdique, ben voilà. Non, mais c'est le réel tout ça. Hein. Donc, faire ça pour qu'ensuite on puisse se dégager du temps. Et la deuxième chose, qui est moi, au cœur de la contradiction de ma fonction aujourd'hui, persuadé que ce dans quoi j'ai été élevé professionnellement, privilégier la relation sur la fonction, aujourd'hui, je me pose la question de quelles sont les attentes des salariés qui travaillent sous ma responsabilité et de où ma fonction en tant que telle doit se placer pour les sécuriser dans la leur. Et ça, c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui, que je ne me posais pas forcément, en tout cas de la même façon avant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, pour ma part, où, avec 2 morceaux de tôle comme ça, on nous demande de faire des porte-avions, où on a des actions sur lesquelles l'augmentation de la valeur du point n'est pas financée, sur lesquelles le Ségur n'est pas financé, sur lesquelles la GVT n'est pas prise en compte, où se posent des problèmes d'économie globale de services pour du fonctionnement. Et on se bagarre. Moi, toute la journée, je me bagarre avec ça. Et ce que je peux récolter de la part des équipes sous ma responsabilité, c'est forcément, dans le réel de ce qui se produit, du mécontentement, en fait. C'est-à-dire que j'ai conscience des difficultés. Je travaille toute la journée et avec elle, hein, pour essayer de faire valoir l'accompagnement, de faire valoir. Et malgré tout, ce qui se trouve face à nous aujourd'hui, c'est une attente d'incarnation de la fonction qui est à 1000 lieues de ce que je suis et de pourquoi je suis aujourd'hui à cette fonction-là au départ de mon engagement. Par rapport à ça, effectivement, là où je peux dire que je vais m'y retrouver aujourd'hui, c'est à l'endroit du collectif, pas tant au niveau de l'établissement, mais au niveau de tout ce qu'on peut faire remonter ou mettre au travail sur, du coup, donc,
par exemple l'ANMEX, l'Association nationale des MEX. Donc c'est ce collectif-là aujourd'hui qui est porteur, qui va aller à la rencontre aussi du gouvernement, qui va porter nos revendications, qui va porter notre expertise terrain, qui nous permet aujourd'hui de ne pas nous sentir isolés dans notre territoire ou dans notre champ d'action, mais qui nous permet de partager avec des directeurs sur le plan national, avec des associations sur le plan national, et de se retrouver finalement autour de questions qu'on partage et qui vont être portées par des représentants de ces associations au niveau national et qui vont essayer en tout cas de faire remonter, voilà, parce qu'on en est à faire remonter, mais en tout cas de ne pas nous enlever ce pouvoir d'agir qui est primordial à la survie de nos métiers, mais à la survie des métiers aussi des éducateurs. C'est-à-dire que si on nous enlève ce pouvoir d'agir, ce que j'entends aussi, voilà, si on nous remet à l'endroit d'être des opérateurs, on ne peut pas être à cet endroit-là. Notre essence même de travailleur social et de directeur d'établissement social ou médico-social, c'est d'avoir ce pouvoir d'agir à tous les endroits. Au niveau du politique, parce qu'on va faire remonter les besoins, au niveau des personnes qui nous sont confiées, parce qu'on va partir de leurs besoins pour pouvoir répondre au plus près de leurs besoins. C'est nos missions. Donc imaginez bien qu'on ne peut pas être opérateur. À la limite, on pourrait être opérateur des personnes qui nous sont orientées, point. Mais après, tout le reste, c'est que du pouvoir d'agir. Sinon, on étouffera et on mourra de ça. Voilà. Donc, du coup, ce pouvoir d'agir-là, il faut aussi à la fois le mettre en application dans nos institutions et le mettre très fort en application pour que les professionnels se sentent exister, se sentent toujours porteurs de valeurs qui font nos métiers, mais aussi à l'endroit du national. Donc c'est aussi se rapprocher des fédés, monter des associations qui vont représenter l'ensemble des associations, s'investir. Donc nous, en protection de l'enfance, alors je ne connais pas bien le milieu à ce moment-là du CHRS ou le milieu médico-social, même si voilà, il y a l'AIRE quand on est ITEP, mais je ne sais pas ce qu'il existe au niveau ESAT. Il y a la CNAP, donc en protection de l'enfance, qui représente aussi au niveau national les associations de protection de l'enfance, le GEPSO qui représente l'ensemble des foyers de l'enfance, des associations qui fédèrent l'ensemble des associations et qui vont se mettre au travail aussi pour porter aussi nos revendications, nos observations et qui vont nous permettre de garder ce sens-là. Voilà, donc c'est aussi comment, en tant que directrice adjointe, peu importe, mais comment, en tant que cadre, je vais ne pas garder ça non plus qu'à mon endroit, mais je vais permettre à l'ensemble des professionnels de s'y rattacher aussi, parce que ça leur permettra aussi de se dire, oui, voilà, tout n'est pas vain. Voilà, nos revendications, elles sont entendues à l'endroit de notre direction qui va essayer de mettre en place des conditions de travail dans lesquelles on va se retrouver, mais aussi qui vont faire remonter à l'échelle du département, puisque nous, on n'est pas région, on est département, protection de l'enfance, et à l'échelle aussi du national, parce qu'il y a un enjeu très fort en protection de l'enfance aujourd'hui au niveau national, et ça bouge énormément en ce moment. Sans bouger vraiment, ça fait du bruit, on va dire. Ça fait beaucoup de bruit, ça n'avance pas, mais bon, déjà, ça fait du bruit. Déjà, faites du bruit, comme disaient voilà, certains, c'est déjà faire du bruit. Bon, voilà, ça engage quand même quelque chose à cet endroit-là. Pour ma part, moi j'interroge un peu le concept de perte de sens parce que pour moi le sens c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui se cultive et finalement je trouve que les chiffres que vous amenez ils nous invitent aussi à nous questionner sur comment dans l'encadrement on cultive et on pense cette question du sens. Alors je crois que ce que vous nous dites aussi à votre échelle de direction c'est comment nous-mêmes on attrape les politiques publiques dans des fonctionnements qui ont changé et comment on essaye auprès des équipes de questionner, de cultiver cette pensée
du sens de l'action. Je trouvais intéressant aussi que vous nous fassiez finalement témoigner, même si ce n'était pas un exercice facile, de quel a été notre parcours, parce que aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui a interrogé quand on recrute les personnes qui arrivent aujourd'hui, et notamment les nouveaux professionnels. En tout cas pour ma part ça a été ça a eu un gros impact parce que j'avais l'impression de ne pas comprendre les personnes que par ailleurs je rencontrais en tant que formatrice dans les écoles de travail social, et de me dire mais comment c'est possible d'arriver et de ne pas comprendre que les publics sont dans la merde, que c'est violent, qu'il faut être là très tôt le matin et très tard le soir, qu'on va aller dans des fonctions qu'on ne leur a pas apprises. Moi, c'est ce qui m'a passionnée, et je me suis aperçue que ça passionnait pas du tout les gens qui arrivaient sur le terrain, parce que eux, ce qui leur importait, c'était de rentrer, de regarder Netflix. Et si je vous dis ça, c'est parce que un vendredi soir, en partant, je dis à une stagiaire, alors, tu fais quoi ce week-end, en me projetant complètement de quand j'avais son âge, et elle me dit, je vais mater ma série sur Netflix, je vais me la faire sur tout le week-end. Et où moi, ça me faisait pas du tout rêver, et où en fait, c'est aussi comment on fait pour avoir des rêves communs. Parce que la question du sens, elle fait un peu aussi appel à la question du rêve, à comment on pense une société. Les politiques sociales et les politiques publiques, elles ont quand même cette vocation-là. Alors après, elles s'organisent dans un contexte de décentralisation, dans un contexte... Elles avaient cette vocation-là. Moi, parce qu'elles n'ont plus du tout. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà, en tout cas, à mon échelle, c'est ce qui me permet d'essayer d'en faire quelque chose. Et où, en fait, aujourd'hui, je me dis comment on pense le collectif. Je crois que c'est quelque chose qui a traversé un peu nos discours. Moi, quand vous en avez parlé, j'ai un peu écrit sur ma feuille comment, aujourd'hui, moi, de ma fonction de responsable de service, c'est-à-dire vraiment ce cadre intermédiaire, cet échelon intermédiaire, c'est un effort individuel. Comment c'est quelque chose qui m'anime tous les jours, mais un effort aussi. Et puis comment j'essaye de mobiliser mes collègues pour qu'on en fasse un effort collectif. Et quand je dis mes collègues, c'est d'un côté et de l'autre. Bien sûr, du terrain, des équipes et de ce qui se passe auprès des publics, mais aussi auprès de ma direction et puis plus largement de mon CA. Parce que on parle beaucoup de comment on met ça en place et comment on est les acteurs de terrain. On a aussi nos associations, nos fédérations qui ont des rôles importants à porter sur cette question. Oui, pour ma part, il y a différentes choses. Il y a l'ADEPA pour laquelle moi je travaille, et le sens, vous l'avez compris, c'est une famille. Moi, je suis en lien tout le temps avec le conseil d'administration, et le sens, on le construit ensemble. Donc, le sens, il est présent au quotidien dans le travail. Par contre, voilà, on est en lien avec toutes les institutions. Il y a plusieurs choses là qui m'ont traversé l'esprit. Il y a la dynamique de l'appel à projet. Nous-mêmes, la DEPA, vous fait partie des commissions d'appel à projet protection de l'enfance, c'est-à-dire le département décide qu'il faut ouvrir une MEX de 50 places sur le département. Voilà, on a accès à un dossier synthétique qui est de 10 pages sur un dossier. Ingrid, tu me diras, je sais pas, 400 pages, 500 pages pour ouvrir une MEX, facile. Voilà. Donc nous, on a accès à un dossier de 10 pages. Voilà. Et sur les 10 pages, on va recevoir chaque porteur de projet une dizaine de minutes. Voilà. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, une commission d'appel à projet en protection de l'enfance sur le département de l'Hérault. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, quand on participe à ces commissions d'appel à projet, il y a quand même des choses très intéressante à regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde vient vendre exactement la même chose. Parce qu'une MEX, aujourd'hui, que ce soit Bon Secours ou l'Enclos Saint-François ou peu importe, ce qu'ils viennent vendre, c'est de dire on va faire ce que vous nous dites qu'on doit faire. On doit accueillir tant de jeunes avec tel prix de journée. Et après tout, tous, ils savent très bien le faire. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, tout ça, ça contribue au fait que l'éducateur, lui, qui travaille à Bon Secours ou à l'Enclos Saint-François, aujourd'hui, il fait un projet individualisé et c'est tout ce qu'il fait. Voilà. Le reste, le projet associatif, peut-être il a un peu perdu le sens de tout ça. Et je pense que toutes les institutions et tout le côté éthique, il est là dans l'apport de pouvoir se dire, justement, il y a des spécificités. Si on travaille à l'Enclos Saint-François, c'est pas la même chose qu'on travaille à Marie-Kézergue. Il y a d'autres choses qui sont travaillées et le projet, il appartient. Et ça, je pense vraiment que ça, les institutions, elles ont un rôle hyper important à mettre en place, c'est de redonner cette place aux gens, aux salariés, mais aux personnes accueillies, bien sûr. Bon, vous comprenez, ça, c'est ma paroisse, de pouvoir travailler ce projet-là et qu'il soit tout le temps en vie, et qu'il ne soit pas juste là. Il y a une époque, j'ai participé à l'écriture de projets institutionnels avec des institutions. La grande question, c'est de se dire pour qui il est. Est-ce qu'il est pour le financeur ? Est-ce que c'est une façade ? Est-ce que c'est une publicité ? Et le résultat, c'est oui, c'est ça.
C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vendre notre produit, quoi. Voilà. Derrière, la question des appels à projets, c'est aujourd'hui de se dire si les institutions locales ne répondent pas aussi à ces appels à projets, qui vient? Mais c'est les gens qui vendent de la protection de l'enfance, qui vendent du médico-social sur les grands groupes nationaux. Voilà. Et aujourd'hui, ils y vont, hein, ils arrivent. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est-à-dire quand même, il y a une grande inquiétude pour nous, pour la DEPAP. C'est j'étais au comité de surveillance du foyer d'enfance, qui est une grosse machine de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, taux de remplissage 163%. D'accord? Des enfants qui dorment dans les cuisines, qui dorment dans les couloirs, c'est obligé, il n'y a pas le choix. Des choses qui se passent, qui se disent que c'est le premier de la protection de l'enfance qui fait vraiment appel à l'intérim. Voilà, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils prennent des intérimaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça? Ça veut dire que l'enfant de 5 ans qui a réaccueilli au foyer d'enfance, il va être réveillé par quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Voilà. Pour la journée, bien sûr, pour la journée. Alors leur seule politique, c'est de se dire, pour parer à ça, c'est de se dire, les personnels qui sont issus, qui étaient salariés du foyer d'enfance et qui vont vers l'intérim, on ne les reprendra pas sur intérimaire au foyer d'enfance. D'accord. Mais en fait, et on se dit, mais aujourd'hui, voilà, on répond à des solutions d'urgence. On dit que dans le travail éducatif, quand on travaille formation, il n'y a pas d'urgence. On prend le temps de la réflexion, d'apporter une solution éducative, tout ça. Sauf que les politiques publiques nous poussent à être vraiment dans l'urgence et y aller à contre-courant. Donc, partent de sens, oui, un petit peu quand même, dans l'accompagnement qui doit être fait, où aujourd'hui, c'est du taux de remplissage. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tous ces phénomènes vont s'accélérer là, ces prochains temps. Il y a eu 700 places mises en place, je parle que de la protection d'enfance, 700 places sur différents dispositifs. Ça va demander beaucoup de travailleurs sociaux, sauf qu'ils n'y sont pas. Alors, quelles vont être les stratégies de recrutement des associations? Alors, il y en a qui n'ont même pas encore les réponses d'appel à projet. Ils commencent déjà à lancer leur politique de recrutement parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas le faire. Voilà, une course vers des choses qui sont indéfinissables. Est-ce que justement la solution des gens non diplômés va être une solution? J'accompagne un groupe d'étudiants, un groupe d'élaboration professionnelle. J'ai fait une visite de stage dans un lieu qui accueille des mineurs non accompagnés. Le référent de stage, c'est non diplômé. Voilà. Ils embauchent beaucoup de non diplômés. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais du coup, une perte de sens. Ou alors, il va falloir redéfinir le sens. Là, parce que là, moi, je ne m'y retrouve plus trop dans toute cette question de course vers l'avant. Je pense qu'il y a un travail de longue haleine qui doit être mis en place. Il y a eu le livre blanc du travail social qui est très intéressant, qui apporte cette question des appels à projets, qu'il faut partir sur d'autres dynamiques pour justement redynamiser les choses. Bon, les revalorisations salariales, oui, mais pas que. Moi, tous les gens que je crois, c'est vraiment la question du sens, quoi. Redonner peut-être du pouvoir d'agir. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, le pouvoir d'agir, parce que je sais pas, ça m'appartient. L'empowerment, la psychologie positive, ça m'embête un petit peu. Mais bon, se dire qu'on a une partie prenante dans les projets des institutions et dans les projets associatifs aussi, des institutions. Avoir accès aux membres du conseil d'administration et travailler avec eux. Alors, ça veut questionner la question des gouvernances, des conseils d'administration, quelle place, quel pouvoir ils ont. C'est-à-dire aujourd'hui, vous regardez le conseil d'administration des institutions, c'est des gens qui sont à la retraite, qui sont... voilà. Est-ce qu'ils ont la possibilité, quand on est salarié, de pouvoir participer à une vie et de s'impliquer dans une vie associative correctement? Aussi, il y a toute une question de la gouvernance à repenser, je pense. Un petit complément sur les... Merci. Je voulais rebondir un peu à ce que vous avez dit, Madame Thibault, mais vous pourrez tous répondre. C'est sur le côté de l'engagement des travailleurs sociaux. Moi, quelque chose qui me pique un peu en tant que travailleur social, parce que très souvent, les cadres viennent nous le renvoyer. Et j'ai l'impression que cet engagement sans cesse sollicité, cette injonction, qui est un héritage, voilà, c'est la charité chrétienne, c'est un peu tout ce côté sacrificiel de notre métier, de notre histoire. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi masquer le manque de moyens, comme vous avez dit un peu tous? Est-ce que d'en appeler toujours à plus d'engagement, parce que le week-end, normalement, c'est un jour non travaillé, donc on peut regarder Netflix tout comme on peut aller à la plage. Est-ce que ce côté-là, parce que vous êtes en prise directe avec ces pressions institutionnelles, ces injonctions paradoxales, tout ce que vous avez raconté très très bien, très finement, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser le travail aujourd'hui que d'en appeler toujours à cette à ce sacro-saint engagement perpétuel des travailleurs sociaux, qui donne déjà beaucoup de leurs? Alors c'est rigolo parce que moi par exemple
je trouve qu'on n'a pas la même vision de l'engagement. Moi, quand j'entends la question de l'engagement, c'est de se dire que, en fait, on a une responsabilité qui est très importante, c'est celle de prendre soin des autres, de prendre soin de gens que la société veut pas voir. Et pour moi, l'engagement dans nos métiers, il n'est pas tellement dans le fait d'arriver à 7h, à 22h, de travailler le week-end. Il est de se dire à quel endroit, à quel moment, les personnes qui sont confiées à nos institutions, qu'il faut aller chercher dans le cadre de Maraude, à quel endroit on a à être. Et pour moi, c'est cette question de l'engagement. Je ne critique pas la jeune fille qui regarde Netflix tout le week-end. Et moi, quand je vous raconte cette histoire, c'est plutôt de dire que moi, le week-end, j'avais envie d'aller voir des expos, j'avais envie de sortir, j'avais envie de tout ça. Et c'est cette question aussi, pour moi, de l'engagement, de qu'est-ce qu'on engage dans la relation à l'autre. Et aujourd'hui, moi, c'est cette question-là que je me pose. C'est des collègues travailleurs sociaux qui viennent et qui me disent « Oh, la situation des gens, elle est trop dure. » Mais bien sûr que la situation des gens, elle est dure. Et après, peut-être que c'est aussi ce que produisent nos politiques sociales, avec beaucoup d'exclusion. Mais c'est comment, en fait... en tout cas, moi, ce qui m'anime dans ce secteur, c'est aussi de me coller à des situations qui sont très difficiles pour chercher des solutions. Et moi, c'est là que je vois l'engagement. C'est pas tellement sur le fait de tirer les choses. L'engagement, c'est aussi la créativité. Hier, on s'est retrouvés avec quatre collègues d'institutions différentes que je leur ai proposé de se réunir parce qu'en ce moment, on a des situations qui sont, d'un point de vue humain, juste pas pensables. C'est des personnes qui sont dépendantes physiquement, qui sont couchées sur des couvertures et pour lesquelles, aujourd'hui, effectivement, par manque de moyens et pas par manque d'engagement, chacune de nos institutions se replie. C'est-à-dire que moi, j'ai une maraude qui dit « Moi, je ne vais pas aller chercher monsieur pour se doucher parce que si je le douche, après, je vais devoir le remettre sur sa couverture derrière l'endroit où il dort, pleine de pisse. » Si mon collègue de l'accueil de jour dit « Moi, quand il est dément, qu'il ne se souvient plus qu'il a été viré d'un hébergement et qu'il me demande les clés, la seule chose que je peux faire, c'est quand je ferme à 17h30, pousser son fauteuil devant la porte. Et moi, je ne peux pas faire plus. Parce que moi, je ne peux pas demander à mes collègues d'aller le laver. » Mes collègues de l'hébergement d'urgence disent « Nous, on a une chambre qui n'est pas suffisamment grande pour que ce monsieur, il puisse se lever et aller de son lit aux toilettes. Et nous, on ne l'accueillera pas parce que ça, c'est devenu trop violent pour nous. » Et moi, j'ai des collègues qui, chaque jour, derrière leur téléphone d'urgence, ont cette personne, ont plusieurs citoyens, ont plusieurs professionnels en disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ?» Mais c'est pas qu'est-ce que vous faites, c'est qu'est-ce que tous on fait pas, on fait plus. Effectivement, je ne blâme aucun de mes collègues de choisir de ne pas faire. Mais hier, on s'est réunis pour se dire collectivement, si on choisit tous de ne pas faire, qu'est-ce qu'on produit ? On produit et on alerte aussi nos financeurs. Moi, des situations comme ça, cette semaine, j'en ai eu 3. De gens qui vont mourir. Alors qu'on a déployé des moyens. J'ai interpellé l'ARS. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Voilà ce qu'on a tous essayé de faire. Ah, Madame Thibault, l'année dernière, on a lancé un appel à projet, on a financé des équipes mobiles, il y a des infirmières qui interviennent. Je sais bien, je suis en lien tous les jours avec elles. Et puis, les établissements ont ouvert depuis la loi 2002, ils sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Oui, une chambre. Des mecs en fauteuil, il y en a déjà 10 dans cette institution. Le SAMU social n'est toujours pas équipé d'un véhicule qui permet de monter les fauteuils. Enfin bon, bref. En fait, on fait tous le constat du manque de moyens, mais c'est aussi comment on s'engage. Comment on s'engage à dire « Ouais, la situation, elle est dure. Allez, les gars, on lâche pas. » C'est aussi, par exemple, hier, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être il fallait tous qu'on ouvre un peu et qu'on accepte de faire des choses qui ne sont pas dans nos fonctions pour pouvoir déjà sortir la personne de la merde. Parce que c'est quand même ça dont il s'agit, et au sens propre et au sens figuré. Et comment, une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est engagé à ça, on s'engage aussi à penser les choses autrement.
Et hier, en fait, on a fait un travail très concret. J'avais découpé une feuille en 4 en leur disant, voilà, vous écrivez quelles sont vos missions, vous écrivez quelles sont les missions des autres, comprendre quelles sont à chacun nos limites. On s'est dit qu'on se connaissait plutôt bien parce que c'était raccord. Et la 4e feuille, c'était de se dire, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on ferait ? Et en fait, des idées, on en avait plein. Et pour moi, c'est là qui se situe l'engagement. C'est d'accompagner aussi nos équipes à leur dire, ouais, c'est dur. C'est pas de leur dire, ah non, il faut aussi que tu viennes samedi, ah, il faut aussi que tu fasses ça. C'est aussi d'aménager les choses. Moi, j'ai des collègues, des fois, elles dépassent leurs horaires. Par contre, le jour où elles ont besoin, elles font la grasse mat. C'est pas prise de tête. Enfin, après, charge à nous aussi dans nos institutions d'articuler les choses pour que ça soit... on a parlé de l'articulation vie pro, vie perso. C'est vraiment les trucs à la mode. Ça, c'est à nous de le penser. En tout cas, moi, c'est de ma fonction de le penser. Mais la question de l'engagement, d'accepter de travailler avec des personnes qui ont des besoins qui sont primaires, c'est une responsabilité, c'est s'y coller, c'est savoir que c'est difficile et accompagner le fait que ça soit difficile. Mais aussi, quand on y arrive, même si c'est un petit pas de fourmi, c'est très chouette et c'est très noble. Pardon. Non, mais... Juste pour poursuivre effectivement sur l'engagement, moi je le vois au même endroit que toi. Mais aujourd'hui, il y a aussi un endroit où, pour exercer les missions d'un établissement, on a un modèle que nous on défend, qu'on a appris, très bien. Mais on a aussi des attentes et de nouveaux professionnels qui arrivent. Et moi, si on arrive à m'expliquer, parce que je le vois pas immédiatement des fois, en quoi le télétravail répond à la mission d'accompagnement auprès des publics. Et c'est pas qu'une blague, hein. C'est pas qu'une blague, hein. C'est-à-dire que c'est un peu de provoque, mais c'est pas qu'une blague. Parce que moi, on vient de me demander du télétravail. Moi, si le télétravail permet d'assurer les missions, pour partie, ok, c'est pas ma façon d'intervenir. Mais ma responsabilité, c'est de penser des organisations qui sont en dehors de ma façon de voir des choses et qui sont en lien avec les attentes des gens à qui je demande d'exercer la mission pour laquelle on est financé. Et la question de l'engagement, pour moi, elle s'est posée de travailler de 7h à 23h. C'est la façon dont ça s'est posé pour moi, c'est la façon dont je l'ai pensé, c'est la façon dont je l'ai exercé. Quand je racontais mon parcours tout à l'heure, que j'avais un temps plein à la clé, d'un tiers-temps à l'IFME et que j'étais en master, je veux dire, voilà, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Donc, mais aujourd'hui, on est face à cette demande impérieuse d'articulation vie privée et vie professionnelle. Et moi, je suis prêt à tout écouter, à tout envisager, du moment qu'on peut ensemble, direction, cadre, équipe, construire la réponse à la mission et de facto aux besoins du public. Alors, des fois, la mission n'est pas forcément liée avec le besoin du public, hein, c'est pareil, le prescrit, le réel. Mais et ça, on doit, notre responsabilité, c'est de penser à ça tout en continuant d'impulser, d'instiguer, de transmettre des valeurs, de porter le sens, de traduire les politiques publiques les plus dégueulasses, parfois, pas tout le temps, parfois. Parce que des fois, on n'y arrive pas. Moi, il y a des fois, quand en 2017, ils ont dit on va venir contrôler les sans-papiers dans les hébergements d'urgence. La bien nommée circulaire Collomb, paix à son âme. Moi, j'ai pas su l'expliquer. J'ai dit à mes collègues, vous savez quoi ? On mettra des sacs de sable devant le CHRS et on montera des barricades. Voilà. Moi, ça, je ne sais pas l'expliquer. Et je sais encore moins, au regard de notre projet associatif, le faire. Donc, moi, ce que je rejoins beaucoup, c'est la question du... Finalement, comment on remet le projet associatif de nos structures et comment on repositionne nos associations dans les fédérations. Je suis d'accord. Ça sert des fois à quelque chose. Après, voilà, la notion d'engagement, elle n'est pas connue. Enfin, bien sûr que c'est avant tout par rapport aux besoins des personnes qui nous sont confiées et qu'on accueille, mais c'est aussi l'engagement vis-à-vis des collègues. Hein, c'est aussi ça l'engagement, c'est-à-dire se dire que si je ne viens pas demain matin, je vais mettre un collègue vraiment dans une situation très compliquée. Ça va impliquer que d'autres collègues qui n'étaient pas prévus, qui se sont tapés le week-end, qui sont à 47 heures, vont devoir venir. C'est avoir une vision globale en tant que professionnel de l'impact
que mon action va avoir sur l'enfant qui va se réveiller avec quelqu'un qu'il ne connaît pas parce qu'on va faire appel à l'intérim. Truc de fou, faire appel à l'intérim en protection de l'enfance. La première fois où j'ai donné l'autorisation à les chefs de service de faire appel à l'intérim, je me disais, mais c'est quoi? On vit dans quel monde? Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le monde, on va dire, on va faire le moins possible appel à l'intérim, mais de temps en temps on fait appel. Mais c'est ramener, c'est-à-dire être dans l'obligation aujourd'hui de dire à un professionnel, est-ce que tu as pensé ça? Est-ce que tu as pensé l'ensemble? Est-ce que tu as pensé que ce que tu allais mettre en place là, ça allait produire ça? En fait, ils n'y pensent pas. C'est quelque chose qu'il faut dire, mais c'est pas, je reproche rien. C'est-à-dire que nous, on l'avait presque en réflexe, c'était comme ça. Pourquoi aujourd'hui il faut le dire? Mais il faut le dire, voilà. Parce qu'en fait, quand on le dit, on se rend compte que ah ben oui, pardon quoi. Ah ouais, j'avais pas. Ah ben ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Alors peut-être qu'on le met sous le mot d'engagement, peut-être que ça va pas vous correspondre parce que vous l'avez en vous, mais ce à quoi on est confronté, parfois, souvent, c'est à cette perte de considération de ce que je vais poser comme acte va avoir comme impact sur un ensemble. Que mon acte, en tant que personne, en tant que professionnel, va avoir comme impact sur un ensemble. C'est à cet endroit-là qu'il y a une petite perte de repère, et encore une fois, pas pour tous. Et encore une fois, je veux vraiment pas qu'on fasse de raccourcis. Mais quand on est dans cette notion d'engagement, je pense qu'aussi, il faut qu'on pense à ce que c'est l'équipe, qu'est-ce qui fait équipe. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous arrivez à mettre en place malgré les injonctions Il y a une injonction à la participation. La participation aujourd'hui, c'est aussi une injonction. Donc c'est comment on dépasse le paradoxe de cette injonction. La participation des publics. Enfin, quand vous dites ça, moi, ça me fait aussi appel à comment on est enjoint à systématiquement faire participer les publics et où on trouve des moyens très faciles de répondre à l'injonction et de surtout pas le faire. Et comment, quand on se pose vraiment le temps de le faire, ça fait pour le coup appel à l'engagement. J'ai un collègue qui vient de votre master, donc qui a été biberonné à tout ça et qui le met plutôt bien en place, qui a mis en place un groupe avec des personnes concernées, c'est-à-dire que c'est des, comme je les appelle, dans ma bouche c'est tendre, c'est des gars de la rue qui viennent et qui viennent pour venir. Et puis, on vient pour venir, on construit quelque chose. Et là, en ce moment, ils font un film et ils travaillent avec une petite asso. Ils font un film sur qu'est-ce que c'est être à la rue pour communiquer un peu dessus. Moi, ça fait longtemps que je dis, putain, ce serait bien qu'on ait une caméra qui vienne voir notre métier parce que nous, on est toujours les méchants. Et puis ils discutent avec le collègue et puis ils lui disent, Lucas, ça serait cool quand même que tu crois qu'on pourrait venir filmer au 115 ? Et moi, j'ai dit, mais super, c'est génial, c'est les gens qui vont venir. Et puis, je connais un peu mon équipe, je connais la réticence, tout ça. Donc, je leur envoie un premier mail, je leur en parle, je leur dis, est-ce que quelqu'un ne serait pas d'accord pour qu'il y ait des gens qui viennent ? Alors moi, je suis un peu dans la manipulation, hein, je leur demande s'ils ne sont pas d'accord. Sous-entendu, on est d'accord. C'est aussi ma manière de le porter. De dire, en fait, le principe ici, et on le partage avec ma collègue directrice, c'est de dire qu'en fait, tout ce qui va concerner les personnes sans abri, par principe, on est d'accord. Si on est là, si on s'est engagé, si on est salarié ici, c'est qu'on est d'accord. Donc, je leur dis, voilà, est-ce que quelqu'un s'opposerait à ça ? Personne ne s'oppose, j'en reparle de temps en temps, et puis arrive la mise en place, et ce groupe de personnes sans abri, avec leurs caméras, qui viennent au centre d'appel. Donc la semaine d'avant, on en parle. Ah, mais j'avais pas vraiment compris que ce sont des personnes sans abri.
mais alors, est-ce que on est obligé d'être filmé? Puis moi, en fait, je suis pas très à l'aise. Et puis, en fait, d'une injonction à la participation, d'un truc qu'on a plutôt mis en place, en tout cas à mon sens, assez réellement. On a dit aux personnes, viens pour venir, et puis après, tu diras ce que tu veux qu'on fasse. En fait, on a la réticence des collègues qui disent, mais en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, le paradoxe, c'est que moi, mes collègues, ils ont monté une asso en parallèle de leur boulot. Donc, ils travaillent 35 heures, parce que je les exploite pas plus que 35 heures, promis. Je suis vigilante. Toutes les 3 semaines, ils ont un week-end de 3 jours. Et sur lequel ils ont décidé de monter une asso dans laquelle ils vont marauder et s'occuper des personnes sans abri. Je leur dis, oh les gars, en fait, vous travaillez ici toute la semaine, vous avez l'énergie de monter une asso dans laquelle vous prenez une voiture, vous prenez un sac à dos, vous allez tous les soirs voir les personnes de la rue, et là, vous n'êtes pas prêt à les accueillir dans votre cadre de travail. Mais où on est? Et la participation, c'est ça aussi, en fait. C'est une injonction. On essaye de la mettre en place. On a des gens qui l'attrapent de manière plutôt intéressante, où on n'aura pas juste dit, est-ce que vous êtes content du 115, cocher la case oui, non. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de faire un questionnaire pour ça. Mais comment aussi, en fait, c'est un vrai accompagnement et cette participation de, on a ouvert nos portes à tous nos partenaires pour qu'ils viennent, c'est chouette, mais comment on la pousse vraiment jusqu'aux personnes sans abri. Pour moi, la participation, elle va jusque-là, et c'est comment on joue avec ces paradoxes, y compris de l'injonction à la participation, qui est quelque chose de plutôt cool, au départ. Un petit mot pour parler de... Ça me fait penser pour parler de fric, et puis parler d'autodétermination. D'abord de fric, parce que depuis que je suis dans le secteur, parce qu'on l'appelle le secteur social et médico-social. Mais pour moi, il y a 2 secteurs. Il y a le secteur social, et c'est mes 4 collègues, et puis il y a le secteur médico-social, où il y a plus de fric. Il y a bien plus de fric, et je pense que c'est un peu lié à l'histoire de notre pays. Le secteur social, il y a plusieurs nuances de fric. Et puis, oui, et puis il y a peut-être... Je ne veux pas stigmatiser ma collègue de gauche, mais voilà. Et ça, je pense que c'est sans doute du fait qu'un certain nombre d'hommes politiques, dont les plus grands, enfin Jacques Chirac, était touché directement par le handicap, à un moment donné, on dit oui, il faut faire quelque chose pour le handicap. Et à l'intérieur même du monde du handicap, il y a les ESAT qui sont les rois du pétrole. Alors, si je disais ça devant mes collègues directeurs d'ESAT, ils me disaient, mais regardez avec des grands yeux. Moi, je considère qu'on est les rois du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'on a cette capacité forte à aller chercher du fric là où il y en a aujourd'hui, c'est-à-dire dans les entreprises privées et les collectivités publiques, qui ont encore pas mal de fric. Pourquoi ? Parce qu'on vend des produits, on vend des services. Et quand on fait un bon produit, un bon service, et qu'on le vend à un bon niveau de prix, eh ben, on a une capacité à s'autodéterminer en tant que directeur. Moi, j'ai la capacité de dire, je peux dire, ouais, là, il y a besoin d'embaucher un moniteur d'atelier en plus. J'y arrive. Ça fera bientôt 7 ans que je dirige ces 2 établissements. Si on perdait de l'argent tous les ans, je ne serais plus là depuis longtemps. Quand j'ai repris les 2 établissements, il y avait l'exercice 2016, il était tout juste à l'équilibre. Et puis ensuite, on a fait plus 70 000, plus 150 000, plus 400, plus 300, plus 450. Et puis depuis le Covid, on est à plus 300 000. C'est énorme. Et puis plus 300 000, ça sert à quoi de faire autant d'excédents ? Il y a une vraie culture de bien dépenser nos sous, parce qu'on sait très bien qu'on est devant nous, c'est pas on n'a pas beaucoup de visibilité, on se dit bien que on va pas choper plus de fric que ce qu'on chope aujourd'hui, et par contre on va avoir des coûts qui vont monter, l'énergie, ça, on l'a vu cette année, mais aussi le coût alimentaire. On a un pôle restauration qui est très développé, et c'est compliqué de répercuter l'augmentation de nos achats sur nos prix de vente. Donc on fait très attention. Donc l'aspect gestion est important, mais on a cette capacité à aller chercher du fric là où on est. Et je ne sais pas comment le secteur social peut... faudra y réfléchir un jour, comment vous pouvez arriver à aller chercher du fric. Parce que j'ai l'impression qu'en France, je suis en relation avec pas mal
de structures de l'insertion par l'activité économique, donc c'est le secteur social. Et je ne sais pas si en France on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut vraiment aider ces gens-là ou leur foutre un coup de pied au cul? Des fois j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop. Alors que le handicap, non, là il faut répondre aux besoins, aux attentes. Donc il y a une vraie difficulté. Et la capacité du directeur à s'autodéterminer permet à tous les professionnels de s'autodéterminer. Moi, je laisse beaucoup de place et je attache une grande importance. Enfin, la première richesse des établissements que je dirige, c'est les équipes. C'est pas des ressources, c'est des richesses. Les ressources, on les épuise. Les richesses, on en prend soin. Et moi, je prends beaucoup soin de toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement et qui elles-mêmes prennent soin des travailleurs, qui sont la force productive, les travailleurs de l'ESAT. Et ce sont ces projets-là, leurs projets, qu'on va accompagner. On a ouvert il y a 2 mois un restaurant ordinaire. C'était le projet de l'équipe restauration. Ils voulaient vraiment monter leur resto. Moi, je les ai accompagnés. C'est pas mon projet de monter un resto. Mais par contre, eux, c'était leur projet. Ils se sont vraiment autodéterminés. Et ça, c'est essentiel. Si vous avez des professionnels qui n'ont plus cette capacité à s'autodéterminer, ils vont aller monter leur association pour faire à peu près la même chose que ce qu'ils font dans leur travail, alors qu'ils pourraient le faire dans leur travail. Sauf que quand le manager ne peut pas leur donner cette possibilité de s'autodéterminer parce qu'ils sont hyper contraints dans tous les sens, ça ne marche pas. Juste pour revenir sur la question effectivement du management participatif. Moi, j'ai rencontré les premiers professionnels il y a quelques années pour lesquels le management participatif n'avait au-delà aucun sens et ne répondait à aucune fonction qui pouvait les sécuriser dans le cadre de la mise en œuvre de leur mission. Et ça, pour moi, c'est un tremblement de terre. C'est-à-dire que rencontrer des travailleurs sociaux à qui on donne non seulement les espaces, mais la possibilité de traduction des politiques publiques, la possibilité de participation aux instances, aux groupes de travail, et qui nous renvoient par leur inertie de positionnement parfois, par leur opposition, le fait qu'en fait, c'est pas ça qu'ils attendent, quoi. Ils n'attendent pas de réfléchir, ils n'attendent pas qu'on leur laisse l'espace de s'autodéterminer, ils attendent qu'on leur dise ce qu'il faut faire et le cadre horaire dans lequel il faut le faire. Ça, alors, du coup, on se pose des questions. Moi, je me suis dit, mais est-ce que je transmets mal? Est-ce que finalement, je crée des espaces, mais finalement, je ne laisse pas vraiment aux gens la possibilité de les investir? Ben non, en fait, parce que ceux qui veulent, ils le font. Mais aujourd'hui, je rencontre des gens pour lesquels cette façon d'envisager le management ne leur parle pas. Et ça, je veux vraiment... Enfin, il faut l'entendre, parce que c'est ce à quoi vous allez être confrontés aussi. Et il sera de votre responsabilité ou de mettre en place des choses pour leur faire accéder à ça, ou alors de repenser complètement les choses pour qu'ils se sentent sécurisés. Parce que moi, c'est ça la priorité. C'est que les gens se sentent sécurisés dans leur fonction. Le prendre soin, ça commence aussi par comprendre quelles sont les attentes des salariés qui sont placés sous votre responsabilité. Et ces attentes, elles sont parfois à des années-lumière de ce que vous êtes, de ce que vous pensez qu'il faut faire et de ce qu'il faut faire réellement. Donc, et c'est toute la dialectique et la complication des choses. Moi, quand j'ai réalisé ça, mon monde s'est effondré. Voilà. Donc, oui, en fait, pour rebondir sur ce que vous posiez comme question par rapport à ça, c'est des instances qui sont prévues, effectivement, des temps de réunion toutes les semaines. Les équipes ont des temps de réunion qu'on appelle pluridisciplinaires parce qu'il y a une psychologue qui est présente, un chef de service et les professionnels éducatifs qui sont pour l'instant tous diplômés, EduxP et moniteurs éducateurs. Et avec des stagiaires aussi, qui sont là aussi et qui font partie des réunions, et les maîtresses de maison aussi, qui font partie aussi intégrante de l'équipe quand les jeunes sont tous en scolarité ou en projet. Si jamais c'est pas le cas, il faut toujours qu'il y en ait un qui reste aussi. Donc ça fait que l'équipe ne peut pas être au complet. Des analyses de pratiques professionnelles.
et des temps d'échange d'équipe sans cadre pour qu'ils puissent se dire les choses et se réajuster. Donc il y a des outils qui sont mis en place, concrets, pour que les professionnels puissent aussi organiser leur semaine, organiser leurs relations entre eux, etc. Là où je rejoins mon collègue, c'est dans la notion de management participatif. Chacun doit pouvoir dire comment de sa place, en lien avec ce projet collectif, il va pouvoir agir et mettre en place dans son fonctionnement, dans ses missions, dans sa responsabilité, une action professionnelle en lien avec ce que l'on aura tous repéré ensemble. Le management participatif, c'est aussi repérer ensemble les besoins des personnes, mais les besoins aussi de l'équipe. C'est-à-dire vraiment mettre en corrélation ce dont les jeunes ou les personnes ou les familles ont besoin. Donc on repère avec eux, on les fait participer à ce repérage des besoins. Donc on met en place des instances de travail avec les personnes accompagnées, les familles, les enfants. On repère les besoins, l'équipe repère les besoins, mais aussi l'équipe repère ses propres besoins. Tout ça, c'est le management participatif, c'est vraiment à chaque fois un peu comme l'écologie, c'est-à-dire on ne va pas l'attraper que du point de vue du tri sélectif, mais on va essayer de l'attraper dans ce que ça va provoquer à chaque fois. Quelle action que je vais mettre en place va avoir comme conséquence sur mon environnement là immédiat, puis mon environnement plus large, et puis à plus long terme. Mais certaines personnes, certains professionnels refusent ça parce que ça va engager ce qu'on appelle la responsabilité individuelle et professionnelle. Et ça, la question de la responsabilité individuelle et professionnelle, elle est vraiment à attraper. C'est-à-dire, oui, mais Madame Vercruisen, est-ce que moi, j'ai l'autorisation, est-ce que moi, déjà, quand c'est formulé comme ça, déjà, on va dire on a gagné un pas. Mais moi, je ne sais pas si je peux dire oui ou non. Je ne sais pas si je peux autoriser ça ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc moi, à chaque fois, je vais chercher validation. Moi, à chaque fois, je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir valider, etc., etc. Et donc, on a beau mettre tout ça en place, quand vous êtes confronté à une autre façon de voir le travail, parce que partir du principe que ça va impliquer toute cette chaîne dont on est en train de vous faire part, ça veut dire qu'on s'engage, ça veut dire qu'on s'implique. On ne peut pas ne pas le vivre, on ne peut pas juste le regarder. C'est pas possible. On est obligé, pour pouvoir le mettre en application, on est obligé de le vivre, de l'intégrer vraiment. Et ça peut pas se faire à coup d'injonction. Je peux pas obliger un professionnel à adhérer à ce que nous, on met en place. Je peux pas lui dire, mais je te demande, moi, de dire oui quand tu as la possibilité, dans ta délégation, de dire oui. Ça, du coup, c'est plus du tout participatif. On est dans quelque chose de vertical et on a loupé tout ce qui est de cet accompagnement et de ce travail-là, de petit à petit repérer à chaque fois ce que ça va. Et quand je vous le dis comme ça, c'est comme si à chaque fois on devait prendre du temps, etc. Mais au bout d'un moment, quand c'est intégré, ça prend pas de temps. C'est parce que c'est presque automatique, c'est des réflexes. Voilà. Donc tous ces outils qui sont mis en place pour qu'on arrive à ça, eh bien, parfois se confrontent à des personnes qui arrivent sur le marché du travail et qui veulent pas de tout ça. Ils veulent pas de tout ça parce que ça va les impliquer. Eux, ils veulent arriver, mettre en place quelque chose, et tout ça, là, c'est trop. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive aussi à voir comment on peut les faire toucher du doigt ça, qu'est-ce qu'on peut trouver en eux qui va adhérer à ça, ou dire, à un moment donné, écoute, ça le fait pas. Voilà, parce que si on a beau faire, on a beau dire, voilà, mais on est coincé. On peut pas lui dire ça le fait pas, parce que derrière, il n'y a personne. Donc, du coup, on est aussi dans cette tension-là. C'est-à-dire, punaise, les chefs de service me disent, oui, mais Madame Vercruisen, si lui, alors après, comment on va faire? Il n'y a personne, etc. Donc, on est dans une tension aussi en ce moment entre ce sens au travail, ce qu'on va mettre en place dans nos managements pour pouvoir le garantir, faire en sorte d'associer le plus possible les personnes pour lesquelles on est tous missionnés, et puis en même temps, garder ce cap-là, cette éthique-là, la faire évoluer ce cap en fonction des générations qui arrivent, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas en tenir compte, tout en préservant aussi nos objectifs et ce qu'on a à cœur, éthiquement, du coup, de mettre en place dans nos établissements. Ça me fait penser à deux choses qui me sont très importantes